Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un peu de science. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite capsule vidéo. Donc ici, on va parler de la psychologie au service de l'enseignement et des apprentissages. Comprendre, utiliser et développer la mémoire, le comportement, la motivation. Et on va commencer aujourd'hui par la première chose, le premier élément, qui est notion numéro 1, mémoire et apprentissage scolaire. Alors évidemment, il y aura d'autres notions qui pourront être abordées plus tard, comme la notion numéro 2 qui concerne la science, la pratique et la régulation du comportement des élèves. Et puis la notion numéro 3 qui sera la motivation et la métacognition. Donc, motivation des élèves et leur faire travailler la métacognition. Nous, aujourd'hui, on va s'occuper de la notion numéro 1. Donc le plan général du cours, ce sera celui-là, mais on va d'abord se concentrer sur mémoire et apprentissage scolaire. Et déjà, on peut voir qu'il y a un certain nombre de choses à traiter dans cette première notion. Donc par exemple, grand A, quels sont les différents types de mémoire? Grand B, les limites de la mémoire en général et en fait donc, de ces types de mémoire. Grand C, l'adaptation des activités aux contraintes, donc les contraintes liées à ces limites de la mémoire. Petit D, construction de la compréhension et des compétences, c'est-à-dire comment on fait pour que les connaissances qu'on va acquérir soient mémorisées, comprises et puissent devenir ensuite une compétence, ou puissent être réutilisées comme si c'était des compétences. E, construction d'activités pédagogiques permettant la compréhension profonde, la mémorisation à long terme et le transfert. F, enseigner aux élèves les méthodes et outils pour mieux apprendre en autonomie. Parce qu'évidemment, on va se rendre compte que en classe, à l'école, c'est assez compliqué de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faudrait pour que les élèves puissent mémoriser et apprendre correctement. Donc il va falloir faire appel à leur autonomie. Donc, la notion numéro 1, on l'a dit, mémoire et apprentissage scolaire. On a besoin pour ça d'aller regarder donc le cerveau. Quand on parle ici de psychologie au service de l'enseignement, en fait, c'est psychologie et neurosciences. On est obligé d'aller voir ce qui se passe dans le fonctionnement du cerveau. Et donc, on est obligé de prendre en compte l'environnement extérieur qui va agir sur notre perception. Donc notre perception, ce sont les 5 sens, la vision, l'ouïe, le toucher, et ainsi de suite, l'odorat, et on continue. D'accord? Donc ces éléments qui vont être perçus, et notamment lors de la lecture, vont nous amener à utiliser une mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, elle va échanger avec la mémoire à long terme qui, elle aussi, va ensuite renvoyer des informations vers la mémoire de travail. Donc ça veut dire que la mémoire sous tous ces différents types est le support des apprentissages. Il n'y a pas un type de mémoire qu'il faut utiliser plus qu'un autre. En fait, tous les types de mémoire ici vont être utilisés. On en aura besoin pour pouvoir réaliser en fait des tâches complexes, ou moins complexes, ou plus complexes. Et on aura besoin de faire appel à de la mémoire à long terme et de la mémoire de travail, qu'on pourrait aussi appeler de la mémoire de court terme. Donc les compétences sont indissociables des connaissances. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est au moment donné où on va accumuler des connaissances et on va réussir à les connecter entre elles, qu'on va pouvoir générer des compétences. Par exemple, compter, c'est une compétence, mais ça a nécessité des connaissances. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître les chiffres, il faut savoir les signes, ce que ça veut dire entre ces différents nombres, entre ces différents chiffres. Il faut être capable ensuite de réaliser ces opérations de tête, et ainsi de suite. Donc vous allez acquérir comme ça une compétence qui s'appelle compter, ou additionner, ou soustraire. Nous utilisons donc plusieurs types de mémoire. Donc je l'ai dit ici, mémoire de travail, mémoire à long terme, et même dans la mémoire à long terme, il y a plusieurs types de mémoire. Donc, la mémoire de travail, c'est ce qu'on pourrait appeler le bureau mental.
l'endroit dans lequel vous allez déposer les informations qui viennent de l'extérieur et les connaissances qui vous permettent d'utiliser ces données venant de l'extérieur dans un cadre conceptuel donné. La mémoire à long terme, c'est un espace de stockage durable dans lequel vous allez conserver donc des informations, des souvenirs et puis des choses que vous savez faire, j'allais dire automatiquement. Les limites de la mémoire, elles vont avoir un rôle dans les difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire que ces limites vont contraindre les apprentissages des individus. Les individus étant uniques et originaux, à ce moment-là, ça veut dire que chacun va avoir des limites qui vont lui être particulières, des difficultés qui vont lui être particulières, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut individualiser le parcours d'apprentissage de l'élève. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait, évidemment. Alors, la mémoire de travail, on peut trouver comme analogie la barrette de RAM qu'on va mettre dans notre ordinateur. D'accord ? C'est la mémoire vive qui permet de travailler à un moment donné, d'ouvrir un logiciel, je sais pas, par exemple comme Photoshop, d'ouvrir le lecteur d'images, de choisir l'image que vous allez faire rentrer dans Photoshop et que vous allez traiter dans Photoshop. Et puis quand vous allez finir de travailler avec Photoshop, vous allez sauvegarder votre fichier, vous allez le sauvegarder dans le disque dur, c'est-à-dire la mémoire à long terme, et puis tout ce qui aura été fait, toutes les étapes intermédiaires pour arriver à votre travail de fin, elles vont se dissiper, vont disparaître au moment où vous allez fermer Photoshop. Bon, bah, c'est exactement ça la mémoire de travail, c'est vous avez des données, donc c'est l'image que vous allez ouvrir dans Photoshop, vous avez le logiciel de traitement, ce sont le contexte conceptuel, donc les données, les connaissances que vous aurez acquises précédemment, qui vont vous permettre de traiter donc cette image, qui vont vous permettre de traiter ces informations, de les transformer et d'en faire quelque chose que vous pourrez mémoriser à long terme. Donc cette mémoire de travail, c'est un espace de travail dans lequel nous percevons les informations, mobilisons nos connaissances. C'est ce que je viens de dire. C'est l'endroit où, lors de la résolution des problèmes, vous allez avoir les étapes intermédiaires qui vont être mises en avant, qui vont apparaître dans cette mémoire de travail. Et donc, en fait, vous y allez progressivement. Et à un moment donné, quand vous aurez réussi à acquérir un certain niveau, ces étapes intermédiaires vont être de moins en moins importantes. C'est-à-dire que vous aurez automatisé un certain nombre des processus qui fait que dans votre mémoire de travail, vous aurez à stocker moins d'informations, vous pourrez aller plus vite, vous pourrez aussi en ramener de nouvelles informations, données, pour pouvoir faire des résolutions de problèmes beaucoup plus complexes. Lorsque nous réfléchissons, cette réflexion se trouve en mémoire de travail. Donc, ça veut dire que quand on a conscience de ce à quoi on est en train de penser, c'est dans la mémoire de travail. Attention, parce que cette mémoire de travail, donc, elle est temporaire, elle dure quelques secondes à quelques minutes maximum, et a une capacité limitée, c'est-à-dire le nombre de données qu'on peut incorporer dans cette mémoire de travail. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'arriver à automatiser un certain nombre de choses ou de connaissances, de procédures qui vont permettre de libérer la mémoire de travail et permettre de rentrer de nouvelles données plus tard quand vous aurez été capable d'automatiser donc un certain nombre de choses. Alors la mémoire à long terme, elle est composée de trois différentes mémoires. La première qu'on pourrait comparer à une bibliothèque avec plusieurs livres, des encyclopédies, c'est la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, en fait, c'est tout ce qui peut être exprimé de manière verbale, avec des mots, avec des expressions. Par exemple, je m'appelle Jean Balthazar, je décline mon identité, la Révolution française a débuté en 1792, je situe donc un événement dans une échelle de temps. Ça, c'est la mémoire sémantique. J'ai rédigé quelque chose avec des mots qui permettent de comprendre de quoi je parle. Le deuxième type de mémoire, c'est la mémoire procédurale.
Donc il s'agit des compétences qui ont été automatisées, hein, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Donc par exemple, marcher, faire du vélo, savoir lire, écrire, compter, tout ça normalement ça a été automatisé et ça ne nécessite pas d'y penser, ou plutôt je devrais dire, ça ne nécessite plus d'y penser pour les réaliser. Et je vais prendre un exemple pour vous montrer qu'en fait, quand on apprend, on a besoin d'y penser justement pour les réaliser, ces tâches. C'est si vous prenez par exemple l'apprentissage de la nage, si vous apprenez par exemple le crawl, et ben vous allez à un moment donné vous poser la question de quand est-ce que je respire, quand est-ce que je souffle l'air, quand est-ce que je dois faire tel ou tel mouvement, quel rythme, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, vous serez tellement entraîné, vous aurez trouvé la bonne synchronisation entre le mouvement des bras, des pieds et votre respiration. Et à ce moment-là, bah, vous serez capable de nager sans avoir à penser à quel moment vous devez lever la tête pour respirer, ça se fera automatiquement. Voilà, c'est exactement ça la mémoire procédurale. Ça prend un certain temps, vous avez besoin de vous entraîner, vous avez besoin de trouver les bons automatismes, et puis au bout d'un moment, et ben vous n'y pensez même plus, hop, vous jetez à l'eau, vous faites votre 100 mètres en crawl, et puis tout se passe bien, vous avez réussi à faire toute la longueur, sans penser une seule fois au moment où vous deviez respirer, au moment où vous deviez mettre tel bras ou tel pied en action, ça se fait tout seul. Le troisième type de mémoire, c'est une mémoire qu'on pourrait relier à l'enregistrement vocal ou l'enregistrement vidéo. C'est-à-dire que c'est la mémoire épisodique. Vous vous souvenez d'un épisode de votre vie, d'une expérience subjective. C'est par exemple la Madeleine de Proust. Dans la fameuse Madeleine de Proust, donc l'épisode de la fameuse Madeleine de Proust dans le bouquin, le personnage, lorsqu'il boit sa tasse de thé, se souvient du goût de la madeleine trempée dans cette tasse de thé et lui revient en mémoire des épisodes de sa jeunesse. Donc c'est ça la Madeleine de Proust. Mais ça peut être aussi, par exemple, le souvenir de son ressenti, de ce qu'on a éprouvé au moment où son prof, alors par exemple le prof de SVT, a rendu un contrôle avec une bonne note. Donc on était content de soi, on avait bien travaillé, on est fier, tout ça on s'en souvient, parce qu'on n'a pas souvent des bonnes notes en SVT. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire on peut avoir des mauvais souvenirs liés à des mauvaises notes. J'ai eu 0 je ne sais combien de fois en mathématiques, ça m'a traumatisé, voilà. Ça c'est la mémoire épisodique. Donc on a dit, la mémoire de travail, on peut la comparer à la RAM qu'on a dans notre ordinateur. Alors dans l'ordinateur, on peut augmenter la quantité de barrettes de RAM pour augmenter la mémoire de travail de l'ordinateur. Le problème, c'est que l'humain, lui, il peut s'entraîner, gagner quelques capacités sur sa mémoire de travail, mais ça reste très limité. En fait, la mémoire de travail, elle est vraiment limitée en temps, elle est limitée en nombre d'informations que vous pouvez réunir en même temps pour travailler dessus. Et donc en fait, c'est la mémoire à long terme qui est la plus exploitée, parce que c'est elle qui va faire, dans laquelle on va aller prélever en fait les informations dont on a besoin à un moment donné pour travailler, le cadre conceptuel, les procédures qu'on aura automatisées, pour pouvoir travailler plus efficacement. Et donc on peut la comparer à un disque dur ou à plusieurs disques durs d'une certaine capacité, puisque jusqu'à présent, on ne pense pas connaître les limites de cette mémoire à long terme. Alors la plupart du temps, en milieu scolaire, les apprentissages, ça repose sur la mémoire sémantique et la mémoire procédurale. Donc la mémoire sémantique pour le vocabulaire, les concepts, les dates, les événements, par exemple, situer les dates et les événements dans le temps. La mémoire procédurale pour la lecture, l'écriture, compter, faire des opérations simples. Alors évidemment, des opérations qu'on peut avoir de plus en plus complexes au fur et à mesure des années qui passent et de notre niveau, par exemple, en mathématiques. Alors, les limites de mémoire à long terme. Première chose, les contenus s'effacent avec le temps et ils deviennent de plus en plus difficilement accessibles. La mémoire, en quelque sorte, s'efface progressivement et il devient difficile de se souvenir exactement des informations. La deuxième chose, c'est quand le cerveau est en plastique,
ces données mémorisées, ces souvenirs, ces connaissances peuvent être modifiés au fil du temps. Alors, ils peuvent être modifiés d'un point de vue, j'ai envie de dire, positif, c'est-à-dire qu'on peut améliorer la compréhension d'un concept, on peut complexifier le vocabulaire, on peut complexifier la définition des mots de vocabulaire qu'on utilise, on peut augmenter le champ sémantique pour avoir une vision plus large d'un domaine, mais ça peut être aussi modifié dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations qui vont être transformées au cours du temps parce que soit on est soumis à, j'ai envie de dire, par exemple sur les réseaux sociaux, à un certain nombre de flux d'informations qui arrivent et qui vous disent tout le temps les choses inverses de ce que vous aviez l'impression de savoir. Donc au bout d'un moment, vous allez vous sentir dans une sorte d'instabilité et puis vous pouvez à tout moment avoir la chose que vous avez mémorisée qui va s'effacer ou se modifier progressivement pour laisser place à une nouvelle connaissance ou une nouvelle croyance. Si on parle des antivax, des complotistes, des personnes qui se radicalisent, tout ça, ça se fait parce qu'en fait, à un moment donné, vous êtes dans une boucle où les informations que vous pensiez être vraies ou que vous aviez en tête sont modifiées, sont amplifiées, sont déformées, et au bout d'un moment, on peut comme ça avoir une mémoire à long terme qui est... alors, soit elle est modifiée, j'ai envie de dire, positivement, mais elle peut être aussi donc modifiée négativement. C'est-à-dire qu'on peut influencer le type de souvenir ou le type de connaissance que vous allez avoir. On peut vous faire ingurgiter un certain nombre de choses qu'il est difficile après d'effacer pour de nouveau les remplacer par des informations contraires. Donc ça, il faut en prendre conscience. Donc attention, pour s'opposer à l'effacement de notre mémoire, il faut faire appel à elle régulièrement. Ça veut dire il faut se souvenir, il faut se souvenir des épisodes, se les remémorer, se les raconter, aller chercher les réponses, aller chercher les connaissances, les savoirs dans son esprit. Donc à chaque fois que nous évoquons un souvenir ou une connaissance, nous allons renforcer le contenu et son accessibilité, c'est-à-dire le fait d'y arriver plus facilement, d'aller chercher, de se souvenir plus facilement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reconsolidation. Cette reconsolidation, elle s'explique parce que chaque nouvel accès, en fait, renforce la trace en mémoire. Alors quand je dis ça, en fait, ça signifie qu'il y a vraiment une trace physique dans le cerveau. Les réseaux de neurones vont se connecter entre eux, les neurones vont se connecter entre eux avec leurs dendrites et leurs axones, et ils vont créer des routes de l'information au départ, puis au fur et à mesure que vous allez les emprunter, toujours les mêmes, vous allez créer des autoroutes de l'information, du savoir, de la connaissance, des souvenirs. Donc ça valide l'importance de l'entraînement et des révisions périodiques. C'est-à-dire que vous allez renforcer dans votre cerveau des segments, des parties, des chemins, des voies neuronales qui vont devenir de véritables autoroutes, et donc l'information circule plus vite, vous avez plus de facilité à aller chercher dans le neurone spécifique l'information qui y est encodée, ou le réseau de neurones dans lequel le concept, les idées sont encodées. Donc chaque nouvel accès peut également modifier cette trace en mémoire, on l'a dit, et cela permet par exemple de faire évoluer les concepts, exemple le concept de nombre. Au début, des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'on peut compter sur nos doigts, et puis on va se rendre compte qu'il y a des nombres avec des virgules, 1,1, 1,2, 1,3, puis après on a même des imaginaires où i au carré est égal à moins 1. D'accord, donc le concept de nombre, il va évoluer. On pourrait parler aussi des nombres fractionnaires. Toujours dans les limites de la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, même si les neurones sont en nombre fini, elle n'est pas limitée en termes de capacité d'apprentissage. Par contre, attention, à chaque fois qu'on va faire de nouveaux apprentissages,
ça se fait au détriment des souvenirs qui, eux, sont moins employés, j'allais dire, sont moins sollicités, sont plus vieux, et des connaissances qui sont, elles aussi, moins employées, moins utilisées. D'accord? Donc, ils vont avoir tendance à s'estomper avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des routes neuronales qui vont disparaître. On pourrait dire ça comme ça, hein, des départementales qui, au final, en fait, finissent recouvertes par la végétation, il n'y a plus rien. Donc voilà, typiquement, un réseau neuronal où on a fait disparaître un certain nombre de voies de communication pour que d'autres se développent avec les informations, les connaissances auxquelles vous accédez souvent et dont vous avez besoin régulièrement, qui sont utilisées le plus souvent. Donc dans le cadre scolaire et pour une utilisation durable des connaissances et des compétences acquises, il faut imprimer durablement ces connaissances et les souvenirs dans la mémoire à long terme, en utilisant donc ce principe de reconsolidation, c'est-à-dire évocation et utilisation répétée d'un savoir, d'une compétence dans le temps. Ça, c'est vraiment important, la répétition dans le temps. Tous ceux qui font du sport le savent, ce qu'il faut, c'est s'entraîner des heures et des heures et des heures et des heures pour acquérir un geste, pour acquérir une méthode, pour acquérir des automatismes qui vont permettre de gagner des secondes, des mètres, de la puissance, de la technique, et ainsi de suite. Alors l'effet de la récupération en mémoire. La plupart du temps, les élèves, ils lisent et relisent leurs cours en pensant qu'ils vont apprendre correctement ainsi. Et le résultat sur la copie n'est pas forcément concluant. Et d'ailleurs, le résultat dans la durée, c'est-à-dire lorsqu'on réinterroge les élèves soit plus tard dans l'année, soit une année plus tard ou 2 années plus tard, ils vont souvent vous répondre « mais attendez, monsieur, on l'a pas fait ça ». Bon, alors qu'évidemment, on l'a traité plusieurs fois et ainsi de suite. Donc la lecture et la relecture, c'est pas ce qui semble être la meilleure méthode pour retenir les informations et pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir y réaccéder. Donc la question qu'on doit se poser alors, c'est quelle est la meilleure méthode de révision. Alors je vous propose ici donc une expérience qui a été menée sur un groupe d'étudiants qu'on a divisé en 3. On leur a demandé d'apprendre une liste de 50 mots et on leur a donné donc 3 méthodes différentes. Premier groupe, on leur a donné la méthode de lecture et relecture. On leur a dit vous faites 8 lectures des listes de 50 mots et ensuite, au test, vous devrez réciter donc ces 50 mots. Et donc, on voit que seulement 17% des mots sont retenus en moyenne avec ces 8 lectures. Ensuite, le deuxième groupe, 6 lectures et 2 tests. Les tests consistent en des récitations. On voit qu'on monte à 25% de restitution. Et le troisième groupe, on lui demande de faire 4 lectures et après chaque lecture, une récitation. Et on voit qu'on arrive à 39% de résultats, de rappel, de souvenirs, de mémorisation de ces 50 mots. Donc, ça veut dire que c'est le troisième groupe qui présente le meilleur score. Ça veut dire que, évidemment, réciter après chaque relecture semble le meilleur moyen de retenir un nombre important de mots. Et donc là, on se dit évidemment que ça marche pas qu'avec des mots de vocabulaire, mais ça marche aussi avec des phrases. Hein, et ça marche avec des définitions ou des bilans. Donc apprendre son cours, apprendre son bilan, apprendre une définition, la réciter à son père ou à sa mère, ou la réciter à un camarade de classe, ou se la réciter à haute voix à soi-même, c'est une technique qui permet de mieux mémoriser des suites de mots. J'allais dire des suites de mots, donc qui peuvent être soit des listes de mots, des listes de vocabulaire, soit des bilans, soit par exemple une définition. Donc la science, elle nous apporte ici une réponse qui est clairement tranchée. Qu'est-ce qui fonctionne? Lecture, récitation, lecture, récitation, lecture, récitation, lecture, récitation, plutôt que 8 lectures d'affilée, je ne sais pas, sur 8 jours ou ainsi de suite. Alors là, ici, c'était 48 heures. Toujours sur cette histoire de
récupération des mots de vocabulaire. Alors ici, c'est pas des mots de vocabulaire, mais c'est des idées sorties d'un texte. Donc les idées, on leur donne des textes, ils doivent ressortir les idées sur des questions ouvertes. Donc on voit qu'au bout de 5 minutes, ceux qui ont fait 2 fois la lecture et ceux qui ont fait une lecture et un test ont quasiment, à quelque chose près, à 5% près, ont un taux de réponse et de souvenir, de mémorisation élevé. 2 jours après, on s'aperçoit que ceux qui ont fait lecture et relecture ont perdu quand même déjà beaucoup d'informations. Ceux qui ont fait lecture et test ont perdu, mais sont quand même bien au-dessus de ceux qui avaient fait lecture et relecture. Et quand on va tester les personnes après une semaine, on s'aperçoit que les idées donc principales du texte, des textes, chez les personnes qui ont lu et relu le texte, là on a perdu quasiment plus de 50% des informations, des idées, tandis qu'il reste quasiment 60% des informations chez ceux qui ont fait une lecture et une restitution, un test, donc une récitation ou noter les réponses dans un cadre. D'accord, donc mémoriser les idées principales d'un texte documentaire, 2 groupes, un groupe lecture plus récitation. Rappel à 3 intervalles différents, 5 minutes, 2 jours, 1 semaine. Et les résultats sont clairs. Plus le temps passe, plus on oublie. Voilà. Et lecture plus récitation est plus efficace sur le long terme que juste lecture et relecture. Donc ça nous dit que relire et réciter, c'est plus efficace que de simplement passer son temps à relire son cours. Une liste de vocabulaire ou de verbes irréguliers. En fait, il faut relire et réciter, relire et réciter, relire et réciter. On peut généraliser ça et dire qu'en fait, ça peut être relire et se tester. Donc se tester, c'est se faire, par exemple, poser des questions par ses parents, par ses pairs, donc par ses camarades, ou par un quiz. Et donc c'est plus efficace que de simplement relire ses cours. Donc là, quand je dis relire ses cours, c'est relire tout le cours, relire le bilan, relire les définitions, relire les exercices. Non, en fait, il faut refaire. Donc cela milite également pour une suite d'évaluations formatives avant une évaluation sommative. Donc ça, cette information-là, elle est plutôt pour le professeur, mais elle est aussi pour l'élève qui travaille en autonomie. En fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est avoir des questionnaires. Pourquoi pas faire une carte, alors ils appellent ça ici dans le document une carte conceptuelle, mais en fait c'est ce qu'on appelle une carte heuristique, ou une carte mentale, d'accord. Faire un examen blanc, puis ici on vous dit donc évaluation sommative, un examen sous forme de QCM. Bon, en fait ça peut très bien être le professeur qui donne en évaluation formative un QCM ou un quiz parce qu'il a besoin de notes, le prof, mais en fait ça ne sera pas forcément une évaluation sommative. Ça peut très bien être l'équivalent d'une évaluation formative avec un coefficient plus faible que l'évaluation finale, qu'on appelle donc évaluation sommative. On peut aussi imaginer donc la préparation d'un exposé, les élèves lorsqu'ils vont s'entraîner à présenter devant leurs camarades ensemble, et ben ça c'est du formatif, et là le prof il évalue pas, il n'a pas besoin de mettre de notes, et par contre le prof il va évaluer la performance finale, c'est-à-dire l'exposé oral, et donc il y aura eu un entraînement avant. Ça c'est important à avoir en tête. Le feedback. Alors le feedback c'est quoi? C'est le retour d'information, c'est-à-dire vérifier la réponse à la question juste après y avoir répondu. C'est-à-dire avoir un retour sur sa réponse. Savoir si elle est juste ou pas, pourquoi elle est juste, pourquoi elle n'est pas juste. Alors, on a 3 groupes ici. Le premier groupe, donc comme d'habitude,
que de la relecture de texte. Le deuxième groupe, cette fois-ci, il a des QCM sur les textes, mais on lui donne pas les réponses aux questions. Et le troisième groupe, on lui donne des QCM sur les textes avec les réponses aux questions. Et donc, on voit de nouveau donc une différence avec juste la relecture et relecture et QCM, mais on voit que si on rajoute du feedback, eh ben, on obtient 69% de bonnes réponses au final. Donc en fait, plus on donne d'informations rapidement après la réponse à la question, plus on vous dit tout de suite si c'est vrai, si c'est pas vrai, plus vous allez pouvoir vous corriger, plus le cerveau va pouvoir corriger le travail, les informations, les données, les connaissances, le savoir, les procédures acquises. Donc ce sont les QCM avec feedback qui donnent les meilleurs résultats. Il faudrait apporter du feedback le plus souvent possible. Bon, quand je dis ça, tout le monde sait que dans les conditions actuelles d'enseignement, le feedback, il n'est pas de bonne qualité. Pourquoi? Parce que 30 élèves pour 50 minutes de cours, ça fait moins de 2 minutes de feedback par séance pour chaque élève en moyenne. Donc, et quand je dis 2 minutes de feedback, c'est du feedback individualisé, parce qu'évidemment, quand vous corrigez un exercice au tableau, là c'est du feedback pour tout le monde, mais c'est pas la même chose que du feedback individualisé. Lorsque vous avez des évaluations sommatives, donc des gros contrôles, il faut souvent 1 à 2 semaines avant le rendu de l'évaluation, ce qui veut dire que le feedback, en fait, il intervient trop tard, son effet, il est quasiment nul. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs quand vous avez plusieurs classes, vous êtes obligé d'attendre d'avoir récupéré tous les contrôles, d'avoir tout corrigé pour pouvoir rendre les copies et rendre le corrigé avec. Donc ça, c'est pas les bonnes conditions pour pouvoir travailler. Donc il faudrait pouvoir s'assurer d'avoir, avant l'évaluation sommative, c'est ce que je disais tout à l'heure, un parcours avec des tests de type quiz sur des plateformes numériques comme Cuisinière, Pronote, des parcours pédagogiques donc de type Moodle ou parcours ELEA qu'on trouve dans l'Académie de Versailles. Ou alors là, les élèves ont le temps de progresser dans l'acquisition des savoirs, de se tester, de passer à l'étape suivante, de réinvestir les savoirs qu'ils ont acquis dans les étapes précédentes, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment du formatif. Ça permet de faire des évaluations qui sont régulières et dans lesquelles le feedback est automatique. Quand vous faites un quiz, par exemple, sur Cuisinière, vous mettez quelles sont les réponses qui sont bonnes, à part pour les questions ouvertes, mais vous mettez tout de suite les réponses qui sont bonnes, donc l'élève il sait tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Pareil pour Pronote. Un travail de groupe et du tutorat, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir du feedback cette fois par les pairs, et le feedback par les pairs, c'est l'un des plus performants. Donc dans le travail de groupe, on n'a pas besoin de s'assurer que le feedback est toujours exact, parce qu'en fait ils vont débattre entre eux, ils vont réfléchir aux problèmes, et ça permet de faire de la métacognition. On reviendra sur cette définition plus tard, mais en fait c'est bâtir des connaissances sur les connaissances sur lesquelles on est en train de travailler. Et puis la deuxième chose, c'est du tutorat, c'est-à-dire un élève dont par contre là on a vérifié l'acquis des connaissances, l'acquis de savoir, l'acquis de compétences, et qui prend en charge 1 ou 2 élèves pour les aider à réaliser des exercices ou comprendre une partie du cours. Donc là par contre on a besoin d'être sûr que lui il va donner du feedback correct. Donc les feedbacks intervenant dans les quelques secondes à 1 minute après le résultat sont les plus efficaces. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on a besoin d'avoir en quelque sorte des auxiliaires dans la classe, des élèves sur lesquels on va se reposer, qui vont aller aider d'autres élèves et qui vont pouvoir donner du feedback comme ça à plusieurs élèves, pendant que vous allez prendre en charge ceux pour lesquels les difficultés sont plus spécifiques. Et là vous allez pouvoir toucher beaucoup plus d'élèves que quand vous êtes tout seul à vous occuper de 30 élèves pendant 50 minutes. Après l'évaluation sommative, il faudrait corriger en classe quand c'est possible. Ça ne l'est pas toujours, les élèves ne sont pas toujours attentifs, vous avez un programme à terminer, donc ça c'est la grosse difficulté. La correction en classe, c'est pas toujours quelque chose qu'on arrive à faire. Donc dans ces cas-là, il faut être capable de fournir un corrigé de l'évaluation en ligne ou dans la copie.
Gestion du temps, mémorisation distribuée. Alors plus on révise en récitant ou en se testant, avec correction et feedback, plus les résultats sont bons. Oui, mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait, plus on révise un grand nombre de fois, meilleure est la rétention à mémoire. Et donc quand je dis plus on révise un grand nombre de fois, il faut bien comprendre que ça veut dire plus on passe de temps à réviser. Et ça, c'est alors que les élèves, ils ont plusieurs disciplines, ils ont des activités extrascolaires, et puis ils sont aussi en compétition pour leur attention avec les écrans, les réseaux sociaux, YouTube, les jeux vidéo, Netflix. Et donc nous, il faut qu'on réussisse à prendre sur ce temps d'attention qui est capté par les écrans. Voilà, c'est là où il faut gagner du temps, parce qu'on ne peut pas manger en fait sur les autres disciplines. Les activités extrascolaires, en fait, c'est quand même bénéfique pour eux d'avoir des activités extrascolaires, si possible par exemple sportives, pour leur santé ça c'est pas mal, culturelles et ainsi de suite. Donc le problème c'est comment planifier les révisions pour être le plus efficace. Et ben on vous propose ici 3 stratégies. Soit de réviser 5 fois dans une même journée, soit de réviser 5 fois à un jour d'intervalle, soit de réviser 5 fois, mais une fois par mois. D'accord? Donc ça veut dire 5 sessions de révision en 5 mois. Ça paraît se passer dans le temps. Hein. Et on voit que les 2 premières stratégies semblent être les plus... semblent celles à même d'arriver au meilleur résultat. C'est-à-dire un haut niveau de rétention en mémoire. Tandis que pour la 3e stratégie, de réviser tous les mois, on est un petit peu en retrait. On est à 80%, là où on est à plus de 90% pour les 2 premières stratégies. Donc si on ne prend en compte que le succès des révisions, le second groupe, ça semble être une stratégie assez intéressante, de miser pour une révision chaque jour, pendant 5 jours, voilà, on passe 1 heure par exemple, 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, 1 heure le jeudi, 1 heure le vendredi, paf, et c'est casé. Plutôt que de réviser 5 heures que le lundi, que le mardi, ou que le mercredi, ou que le jeudi, ou que le vendredi, ou je ne sais quoi. Et puis l'autre, c'est espacé, c'est très espacé, mais ça semble pas être le plus pertinent. Donc il faut tester pour voir quelle est la méthode qui semble être la plus intéressante. D'accord? Donc réviser tous les jours pendant 5 jours, est-ce que c'était la meilleure stratégie? Et ben au final, on se rend compte que non. Si on fait un test 1 mois plus tard, on se rend compte que ou plutôt ici ceux qui avaient révisé, parce que dans un groupe de test, on a toujours plusieurs individus, donc ceux qui avaient révisé la même journée 5 fois ont déjà perdu quasiment 40% des informations au bout d'un mois. Ceux qui avaient révisé pendant 5 jours, donc une fois par jour, ils ont perdu déjà quasiment 20% des informations. Tandis que ceux qui avaient révisé une fois par mois sont ou semblent être toujours en fait en consolidation et n'ont perdu que 10% des informations qui devaient être emmagasinées. Donc ça, c'est quelque chose ici qui est vraiment important, de voir que ces étudiants, ils semblent être toujours dans la phase de reconsolidation et que la récupération en mémoire, donc après 1 mois, est meilleure que dans les 2 autres groupes. Donc, conclusion, ça veut dire qu'il faut espacer les révisions dans le temps, frais d'apprentissage distribué. Alors évidemment, quand on est dans un trimestre scolaire, on ne va pas s'amuser à apprendre tous les mois. Mais on peut très bien imaginer apprendre tous les 2 jours, tous les 3 jours ou tous les 5 jours. Ça peut très bien être faisable. Toutes les semaines, ça commence à paraître un peu trop espacé, hein, parce que les contrôles ils vont pas arriver 1 mois plus tard. Donc il faut quand même qu'on ait réussi à emmagasiner un certain nombre de connaissances et de savoirs. On peut imaginer réviser tous les 2 ou 3 jours, ça semble être une bonne stratégie. Plus on vise une évaluation lointaine, plus il faut espacer les révisions.
Donc en fait, si par exemple vous savez que vous allez avoir un sujet pour la fin du premier trimestre, eh ben ce sujet il va d'abord être évalué une première fois au départ, et puis vous allez le retrouver à la fin du trimestre parce que je sais pas, par exemple il y a brevet blanc, ou parce qu'il y a un bac blanc. Bah, ça veut dire qu'il faudra l'avoir étudié, donc par exemple tous les 2-3 jours pour la première évaluation sommatique au départ, puis rien ne vous empêche ensuite d'espacer pendant une semaine, puis 15 jours, puis un mois, et puis quand arrive le contrôle de fin de trimestre, de réviser une dernière fois, et puis normalement, en fait, vous devriez avoir un très bon résultat, une bonne méthode qui vous permette de récupérer, donc de faire de la récupération. Donc réviser tout de suite, ça a un faible bénéfice sur le long terme. Il faut réviser au moment où la connaissance, elle semble se dissiper, c'est-à-dire au moment où on a l'impression que merde, j'ai oublié. D'accord? Et à ce moment-là, en fait, on est en train de faire un effort, l'élève est en train de faire un effort, et c'est cet effort qui semble être payant. Alors, autre chose qu'on peut regarder, c'est quand on a deux groupes en rouge et en bleu ici, avec des étudiants qui, par exemple, ont cours de 9h, qui ont cours à 9h et cours à 21h le même jour, ça c'est le groupe rouge, et un groupe bleu qui a cours de 21 à 21h le premier jour et à 9h le matin le lendemain, et ben le groupe bleu, c'est-à-dire celui qui a cours à 21h et à 9h, il retient beaucoup plus d'informations. Il a beaucoup plus de réponses correctes. Ça veut donc dire que le sommeil joue aussi un rôle dans la récupération en mémoire et la consolidation des souvenirs. Donc c'est important de bien dormir parce que pendant votre période de sommeil, eh ben, vous allez retravailler, récupérer les informations, les savoirs, et c'est ainsi que vous allez mieux les mémoriser. Alors, les stratégies les plus efficaces, si on reprend ce qu'on a dit, les très bonnes stratégies, se tester et étaler les révisions dans le temps. Donc ici, par exemple, entre le scénario 1 qui nous dit je vais réviser les maths mardi, mercredi, jeudi et le français vendredi, samedi et dimanche, et le scénario 2 qui nous dit que je vais alterner la révision des maths et du français, mardi maths, mercredi français, jeudi maths, vendredi français, samedi maths, dimanche français, bah c'est le scénario 2 qui sera le plus bénéfique pour l'élève et pour ses résultats dans les deux disciplines. D'accord? Le fait d'avoir alterné les révisions et de les avoir espacées dans le temps, c'est le meilleur scénario. Maintenant, je vais prendre un exemple dans les stratégies les plus faibles. Par exemple, surligner les passages les plus importants. Alors, surligner les passages les plus importants dans un texte ou dans son cours, ça permet qu'une chose, c'est de décharger la mémoire de travail lorsqu'on travaille sur un texte, sur un document. Ça permet en fait de ne pas avoir à aller rechercher une deuxième fois où sont les informations. Et donc ça permet de visualiser les points importants à utiliser dans l'instant ou dans les quelques minutes qui vont suivre. Donc en fait ça aide votre mémoire de travail à aller piocher les bonnes informations, les bonnes données qui vont vous permettre de réaliser tout de suite la tâche, mais pas de stocker en mémoire à long terme. Alors, évidemment, ça nous amène à dire qu'il faut enseigner les bonnes méthodes d'apprentissage aux élèves, des méthodes d'apprentissage efficaces. Donc connaître par exemple des méthodes mnémotechniques pour se souvenir de certaines informations. Faire connaître l'importance du test par rapport à la relecture. Ça, il faut à tout prix que les élèves comprennent qu'il est plus important pour eux de se tester régulièrement, espacés dans le temps, plutôt que de relire sans cesse leurs cours et de le rabâcher. Rappeler l'importance du sommeil dans la consolidation des apprentissages. Il faut bien dormir après avoir appris sa leçon. On peut se poser les questions le lendemain matin, par exemple. Et puis, la récupération en mémoire, normalement, devrait être meilleure. Quatrième chose, savoir utiliser des bons outils pour réviser. Donc, par exemple, le système de flashcard. Donc, une carte sur laquelle vous écrivez la question et derrière, vous écrivez la réponse. Donc, ça marche très bien, par exemple, avec les définitions. Ça peut marcher avec
sais pas moi, qu'est-ce que la mitose, qu'est-ce que l'anaphase, qu'est-ce que la télophase, quand a eu lieu la Révolution française, donner une date, la prise de la Bastille, donner une date, paf, voilà. Donc les flashcards, c'est comme ça. Vous avez la question d'un côté, la réponse de l'autre, vous pouvez vérifier tout de suite. Donc le feedback, il est immédiat. Vous avez le même système qui peut être réalisé sur ordinateur et sur le mobile avec Quizlet. Donc Quizlet, Quizlet, et avec Anki, Anki, A-N-K-I, qui sont des logiciels qui permettent donc de faire des tas de cartes sur un sujet avec questions-réponses. Vous pouvez utiliser des quiz, voilà. Donc vous faire des quiz entre vous, poser des questions, ainsi de suite, et puis répondre aussi à des QCM. Alors quand je pense à des quiz, les quiz, ça peut être le prof qui les fait et qui les envoie, par exemple avec Cuisinière ou avec Pronote. Et à partir de ce moment-là, eh ben, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, travailler correctement, sans trop forcer, en ayant des bonnes méthodes d'apprentissage sur le long terme, c'est-à-dire en conservant les savoirs que vous devez maîtriser et que vous allez pouvoir réinvestir les années suivantes, les mois suivants, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour vous pour apprendre et mémoriser convenablement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée.